Sont indiqués le nombre de cas suspectés dans l'établissement, puis les cas confirmés, enfin les décès liés au coronavirus. Ce soir, pour la première fois, le directeur général de la santé communique un décompte partiel pour l'ensemble du territoire. Nous constatons 14 638 cas confirmés ou possibles d'infection par Covid et nous déplorons ce soir 884 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et rattachés à l'infection Covid-19. Nous avons joint la quasi-totalité des agences régionales de la santé chargées de transmettre les formulaires. Nombreuses nous ont répondu qu'elles avaient eu bien du mal à les compléter. Cette directrice des opérations d'EHPAD, située dans la région Grand Est, l'une des plus touchées par l'épidémie, fait partie des bons élèves, mais elle comprend que ce puisse être fastidieux. Le bon indicateur, c'est... Je peux comprendre qu'on puisse être en tension et qu'on puisse ne pas suivre le remplissage de tous les tableaux, d'autant que cette crise nous prend tous par surprise et que les tableaux peuvent changer ou les demandes peuvent changer du jour au lendemain. Se pose également la question des cas avérés de coronavirus. Dans la majorité des EHPAD, après 3 résidents testés positifs, tous les autres présentant des symptômes sont considérés contaminés sans pour autant être dépistés. Malgré tout, ce bilan, même imparfait, est nécessaire. Les chiffres sont utiles pour pouvoir avoir une idée plus précise de la diffusion de l'épidémie, de surtout comment elle se comporte en fonction des types de population. Pour que le bilan ne s'aggrave pas, les EHPAD continuent de respecter strictement les mesures d'hygiène nécessaires et d'interdire les visites. Alors qu'il reste encore au moins 2 semaines de confinement, le Premier ministre Édouard Philippe a pour la première fois hier soir évoqué sa levée. Il a prévenu que le déconfinement se fera progressivement en fonction de la région où vous habitez, peut-être de votre âge et du résultat du test pour savoir si vous êtes immunisé. Quels sont les scénarios possibles? Sander Rendez-Adret, Alix Ponsard et Irina Fourny. Un jour, les villes s'animeront de nouveau. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce ne sera pas tout de suite et ce ne sera pas pour tout le monde. Confiner la France s'est fait quasiment du jour au lendemain. La déconfiner prendra plus de temps. À l'heure où la Chine commence tout juste à l'organiser, il n'existe pour l'instant aucun modèle de déconfinement sur lequel s'appuyer. Aucune expérience permettant de définir la meilleure façon d'y procéder. Prendre en compte un critère d'âge? Impossible pour les professionnels de santé. On l'a vu même en tout début d'épidémie et même encore, les jeunes ou les personnes, disons, plus en forme vont pouvoir être véhicules du virus plus facilement. Donc non, à mon sens, ça n'a pas de sens. Le critère géographique pourrait sembler plus judicieux. Donner la priorité, par exemple, aux régions les plus touchées, qui par définition seront celles qui compteront le plus d'habitants immunisés. Voilà qui serait très compliqué. Il y a des foyers de contamination, mais on voit des micro-foyers de contamination un peu partout. Là aussi, il y a un effet de frontière. On va dire tel département n'est plus en confinement, tel secteur ne l'est plus. Comment arriver à gérer de façon fine le risque contaminant? Le déconfinement dépendra de notre capacité à tester la population. C'est le seul critère parfaitement fiable. Savoir qui est immunisé, qui a des anticorps dans le sang, on sait que la personne a rencontré le virus, pas l'acquérir et le transmettre. Il faut que ce déconfinement soit armé, si je puis dire, de tests sérologiques qui vont être bientôt disponibles. Les plus simples étant, pour ma part, les plus simples étant tous ces autotests que les gens pourront faire à domicile. Reste à savoir qui tester. Voilà pourquoi, à l'heure qu'il est, le déconfinement pose plus de questions qu'il n'apporte de solutions. Vous êtes nombreux, bien sûr, que vous allez faire le jour du déconfinement. Certains prévoyaient une grande active avec un apéritif avec les amis, une cousinade. Ce sera sans doute beaucoup moins festif car cette réouverture vers le monde extérieur se fera progressivement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Baptiste Guénet et Frédéric Miara, vous entendez une minute. Des magasins fermés, des rues quasi désertes. Après première question. Quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau revivre? Impossible d'avancer une date pour le moment, mais le gouvernement a esquissé quelques pistes. Un décompte partiel et progressif,
par exemple, région par région. Ça me paraît quand même énorme à mettre en place. Ça veut dire quoi? Du moment qu'on passe dans une autre région, il y a un contrôle qui se fait. L'autre piste évoquée, c'est de déconfiner par classe d'âge. Mais pour Daniel, 74 ans, difficile à envisager. Où est-ce qu'on met le curseur? À 69 ans et demi, on pourra sortir. À 70 ans et 3 jours, on ne pourra plus sortir. Comment va se passer la reprise? Alexandra garde sa fille pour l'instant et ne pourra retourner au travail que si les écoles rouvrent. Est-ce qu'il y aurait une reprise du travail pour les personnes qui n'ont pas d'enfants scolarisés et un télétravail exceptionnel pour les parents avec enfants? Pour Sakina, vendeuse dans un magasin de maroquinerie, ce sont les conditions de sécurité juste après le confinement qui posent question. On n'a pas de masque, on n'a pas de gants, on a le contact direct avec la clientèle. Dans quelle proportion faudra-t-il tester la population dans la file d'attente de l'Institut Méditerranée Infection? Ceux qui viennent se faire dépister spontanément n'entrevoient pas la fin du confinement sans test massif. Et à ce moment-là, isoler les personnes qui sont réellement atteintes du virus pour que les gens puissent aller travailler correctement. François, lui, vient de guérir du Covid-19 et de rentrer chez lui après 10 jours à l'hôpital. Est-ce que je vais déconfiner avant les autres? Est-ce que certains d'entre nous peuvent aider la population confinée? La fin du confinement, tous l'espèrent au plus tôt, sans vraiment réussir à imaginer comment cela se passerait dans les faits. L'autre enjeu du déconfinement, c'est bien sûr de rendre la liberté de mouvement aux citoyens sans relancer l'épidémie, car le virus ne va pas disparaître en un instant. Et l'élément qui pourrait être décisif, ce sont les tests. Jusqu'à présent, ils se font surtout par prélèvement nasal, mais le gouvernement s'intéresse de près aux tests sanguins, une simple prise de sang sur le bout du doigt qui permet de repérer des personnes déjà infectées, qui ont guéri et seraient donc immunisées. Jean-Marie Bagayoko, Irina Fourni et Thierry Valta. Il suffit de recueillir une goutte de sang au bout du doigt avec ce petit appareil. On tourne. Et 10 minutes, le résultat s'affiche. On pique au doigt, mais ici il y a un stylet, évidemment, une petite aiguille. Rapide, simple. Ces tests sanguins détectent les anticorps qui apparaissent après une infection au Covid-19. Un patient testé positif est donc immunisé contre le virus. Ça veut dire qu'il a eu le contact. Deuxièmement, qu'il a bien répondu. Il a des anticorps. C'est-à-dire qu'il est apte, il a répondu, il est maintenant protégé. Aujourd'hui encore, les prélèvements nasaux permettent de dépister le coronavirus. Mais certains patients ont été testés négatifs alors qu'ils étaient infectés. Les prélèvements sanguins, eux, seraient plus précis. 90% de fiabilité d'après ce laboratoire à Nancy. Avec ce test-là, on va pouvoir dire aux gens s'ils ont été en contact un jour avec le virus ou s'ils ne l'ont jamais été. Et dans ce cas, pouvoir les protéger au maximum. L'Institut Pasteur et une entreprise bretonne se sont lancés dans la production des tests sanguins. Mais pour les scientifiques, impossible de dépister 67 millions de Français. Sur le principe, ça serait extraordinaire. Ça paraît un petit peu très compliqué d'envisager donc une détection sur l'ensemble de la population pour le moment. Pour préparer le déconfinement, le ministère de la Santé a commandé 2 millions de tests sanguins. Seront dépistés en priorité le personnel soignant et les personnes vulnérables, comme les résidents des EHPAD. Certains considèrent que c'est la meilleure solution pour lutter contre l'épidémie, le tracking, en bon français on dirait plutôt le traçage. Édouard Philippe l'a évoqué hier, cette méthode consiste à identifier les personnes avec lesquelles vous êtes entré en contact. Elle est déjà utilisée en Corée du Sud, en Israël et depuis la semaine dernière en Autriche. En France, personne n'ose l'envisager ouvertement. Comment cela fonctionne-t-il? Antoine de Pressigou, Vincent Plévin et Sébastien Maloiseau. Pour lutter contre la propagation du virus, seriez-vous prêt à installer une application de pistage sur votre téléphone? Pour sortir plus simplement du confinement, ce serait bien d'avoir un traçage. Si on contrôle tout, il n'y a plus de vie, quoi. En France, nous y sommes plutôt réticents. Mais la Chine, la Corée du Sud ou Israël, par exemple, ont déjà adopté cette méthode. Dans ces pays, les autorités utilisent les téléphones pour localiser les personnes infectées par le coronavirus en temps réel. Si un malade ne respecte pas le confinement, il est verbalisé. Il n'est pas contestable que ce type d'application entraîne des restrictions extrêmement lourdes de liberté fondamentale, en particulier en termes de respect de la vie privée. Ces applications sont en effet très intrusives, car elles suivent à la trace leurs heures. Le gouvernement français semble plutôt vouloir s'inspirer d'un modèle différent. À Singapour, pas de localisation précise, mais une autre technologie, le Bluetooth, disponible sur la plupart des téléphones actuels. C'est une
technologie de transmission sans fil de courte distance sur quelques mètres qu'on utilise habituellement pour les casques audio par exemple. Et bien cette technologie, elle va permettre de savoir quels sont les équipements électroniques autour de nous, mais pas du tout où est-ce que nous sommes. Donc c'est plus respectueux de la vie privée. En clair, le Bluetooth permet de détecter les téléphones et leurs propriétaires autour de vous. Une application pourrait mémoriser la liste de ces appareils. Si une personne rencontrée au cours des 20 derniers jours est testée positive au virus, l'application peut alors envoyer une notification à tous ceux qui ont côtoyé le malade pour qu'ils restent confinés chez eux. Sur le papier, cette technologie est prometteuse, mais pour qu'elle soit efficace, il faudrait qu'une majorité des Français téléchargent cette éventuelle application. Et pour le moment, le gouvernement n'envisage pas de la rendre obligatoire. À l'heure où l'on commence seulement à envisager le déconfinement en France, les regards se tournent vers le seul pays qui est déjà parvenu à ce stade. Il s'agit de la Chine. Après 2 mois de mesures très strictes, les habitants sont progressivement autorisés à sortir de chez eux, mais sous haute surveillance. Laurent Aubaine. Aujourd'hui encore, il n'y a que dans les parcs de Pékin que les habitants de la capitale osent enlever leur masque. Le confinement est officiellement levé ici depuis la mi-mars. On porte masque dès qu'on sort. Ici, il n'y a personne, on est tranquille. Avec la météo, ça nous fait une pause. Partout et tout le temps, les masques sont obligatoires. Impossible de travailler sans, impossible de circuler sans. Oui, on est obligé de le mettre, sinon on ne peut pas travailler. C'est obligé. Et si les gens sont libres de sortir et de circuler dans Pékin, cette liberté est relative et extrêmement surveillée. Les autorités imposent encore des fermetures d'entreprises. Un contrôle de la température est obligatoire partout où il y a du public. Les pharmacies ne sont accessibles que de l'extérieur et il faut prouver sa résidence pour rentrer chez soi. Le reste de la vie est surveillé par géolocalisation et téléphone portable. Les régions les moins touchées ont été déconfinées en premier, comme à Pékin, pour terminer avec la région, puis la ville de Wuhan, foyer de l'épidémie avec ses 11 millions d'habitants. Ils savent ici que le 8 avril, ils pourront sortir de la ville, enfin. Depuis samedi, les autorités ont autorisé une partie de la population à revenir travailler à Wuhan, à condition d'être en bonne santé. C'est compliqué de revenir au travail. Les règles changent tous les jours. J'avais préparé hier mes documents, mais ils ont tout changé, donc je ne peux pas rentrer en ville. Et puis dans les rues de la ville, il y a ces palissades pour canaliser les mouvements de foule, limiter le nombre de personnes dans les rues. À Pékin comme à Wuhan, aucune date d'un retour à la normale n'a pour l'instant été évoquée. Seule une quarantaine est encore imposée pour ceux qui reviennent de l'étranger. Comme il le fait chaque soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé il y a quelques minutes le nombre de décès dans les dernières 24 heures. 471 décès supplémentaires donc enregistrés. Mais un autre chiffre est intéressant. Bonsoir Nathalie Pellerin. Bonsoir. Des informations précises sur l'évolution de l'épidémie et c'est celui du nombre de patients admis en réanimation chaque jour. Combien y en a-t-il eu aujourd'hui et comment ce chiffre évolue-t-il depuis le début de l'épidémie ? 382 nouveaux patients ont été admis en réanimation aujourd'hui. Et regardez bien, ce chiffre est très important car hier, mercredi, 452 patients étaient admis. Mardi, 458. On voit bien que depuis 3 jours, eh bien, le nombre de nouvelles admissions en réanimation est constant, voire en légère baisse, alors qu'il était en hausse depuis 10 jours. C'est un indicateur important dans le suivi de l'épidémie. Mais attention, les médecins le rappellent, il faut prendre ce début de stabilisation avec beaucoup de précautions. Il faudrait qu'elle se poursuive sur plusieurs jours encore pour parler vraiment d'une amélioration. Alors, est-ce l'effet du confinement ? Eh bien, il est encore un peu tôt pour le dire. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, expliquait dimanche dernier que le confinement aurait un effet dès la fin de cette semaine. Nous sommes peut-être au tout début de cet effet, mais une fois encore, attention, il faut être très prudent. Merci beaucoup Nathalie pour ces explications et cette mise en perspective. Autre chiffre à présent, depuis le 18 mars, 344 patients en réanimation ont été transférés vers des hôpitaux moins surchargés. Comment ces transferts très délicats se déroulent ? Exceptionnellement, Pierre-Emmanuel Chinardet, Nicolas S. et Alexandre Godin ont pu à cette délicate opération. Les tenues ont changé, mais la mission reste identique. Secourir et transporter des victimes. Depuis 3 semaines, les rotations s'enchaînent
À plus de 120 victimes. À un rythme. Et ça représente 180 jours de vol. Effréné. Ces hélicoptères Dragon de la sécurité civile sont mobilisés pour désengorger les hôpitaux d'Île-de-France. Ce matin, premier objectif, prendre en charge un malade du coronavirus en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'hélicoptère a un avantage, aller chercher au plus près de leur lit les patients et limiter les transferts. Mais cela nécessite une procédure particulière. En hélicoptère, nous n'avons pas de marge de sécurité de manœuvre pendant le vol pour faire des gestes techniques, donc tout doit être fait au préalable. Au programme, 1h30 de vol direction l'hôpital de Nantes. À bord, 2 médecins accompagnent le patient pendant tout le voyage. Pour le pilote, un seul objectif, limiter les mouvements au maximum. Chaque secousse peut présenter un risque pour le malade et pour les équipements qui le maintiennent en vie. À l'arrivée, l'équipe médicale vérifie l'état de santé du patient avant de le transférer vers le service de réanimation. Ici à Nantes, il reste encore des lits disponibles. Pour la partie aéronautique, aucun souci. Pour la partie médicale, ça semble s'être bien passé. C'est une fierté de participer à ces missions, quoi. Voilà. On est désolé, on va devoir y aller. Il y a une autre machine qui va arriver. À peine déjà repartir, un nouveau transfert de patients entre Paris et Nantes est prévu dans la soirée. Dans ce contexte de pandémie, un petit rectangle de tissu est devenu l'objet le plus recherché au monde. Je veux bien sûr parler des masques. Les autorités sanitaires de tous les pays se les arrachent. Les prix flambent. Certains pays surenchérissent pour détourner des cargaisons destinées à d'autres. Marine Brossard et Laurent Aubaine. C'est une livraison particulièrement sensible, surveillée par une dizaine de policiers et gendarmes, lourdement armés. Dans ces cartons arrivés ce matin de Chine, pas de lingots d'or, mais de simples masques, que la planète entière s'arrache aujourd'hui. La France en attend des millions, et chaque arrivée d'un cargo sur le tarmac est un combat. Il y a les États-Unis, entre autres, qui sont prêts à tout pour rafler la mise et pour emporter des stocks qui ont été destinés à d'autres. Ils la payent directement 2 ou 3 fois le prix de départ. Eh bien, le vendeur va le vendre à celui qui paye le prix le plus fort. Et il faut mettre plus en plus d'argent sur la table, car le cours de ces petits bouts de tissu flambe. En quelques semaines, le masque chirurgical est passé de 25 à 40 centimes d'euros, de 1 à 1,70 € pour le FFP2. Le coût du transport, lui, a été multiplié par 3. Et tout se paye en dollars. Un avantage de taille pour les États-Unis dans ce nouveau marché ultra tendu. C'est ce que nous explique cet importateur. Le virement, quand on le fait, part d'abord aux États-Unis, parce que tous les virements en dollars passent par les États-Unis, et après ça va en Chine. Donc on perd du temps. Nous, on s'est fait piquer des commandes parce qu'on n'a pas payé assez vite. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec notre banque pour accélérer ces virements. Et on envoie par avance à certains fabricants, avant même d'avoir signé un contrat, pour être sûr qu'ils aient déjà l'argent sur le compte. Une concurrence et une pénurie mondiale dont pâtissent chaque jour sur le terrain. Des milliers de masques ont déjà été volés en France et se multiplient. À propos de masques, justement, jusqu'à présent, le gouvernement en personnel soignant, très exposé au virus. D'autres pays, de plus en plus nombreux, l'Autriche, le Japon, la Slovaquie, tendent à l'inverse vers la généralisation du port du masque. Avec quelle efficacité le masque sera-t-il bientôt recommandé ou obligatoire en France? Mathilde Véron et Irina Fourny. Porter un masque en permanence, malade ou non, cela n'est pas recommandé aujourd'hui en France. Mais de plus en plus de professionnels de santé appellent à changer de stratégie. Ce qu'on sait et qu'on ne savait pas au tout début de la venue du Covid-19, c'est qu'il y a une grande part de formes qui sont asymptomatiques. Donc oui, il faudrait que l'on porte tous des masques dans ces conditions-là. C'est ce que préconisent d'autres pays touchés avant nous par l'épidémie. Cet éminent chercheur chinois, en première ligne contre le virus, lance une mise en garde. La grande erreur aux États-Unis et en Europe est, à mon avis, que la population ne porte pas de masque. La France n'en a pas assez pour de mauvaise utilisation des masques. L'OMS craint qu'il ne crée un faux sentiment de sécurité, faisant oublier les gestes barrières. Pourtant, de plus en plus de pays européens le rendent obligatoire dans les lieux publics, comme ici en Autriche.
dans les supermarchés. Aucune étude n'a pour l'heure prouvé l'efficacité des masques chirurgicaux pour protéger contre le virus. Pour ce médecin, la question de leur généralisation se posera désormais à l'heure du déconfinement. Si on veut déconfiner, si on veut faire sortir les gens de chez eux, eh bien la solution, ça serait que tout le monde ait un masque. Non pas pour se protéger de recevoir le virus, ça n'a pas bougé. En revanche, c'est moi, je protège avec mon masque, mon prochain avec son masque me protège aussi. Donc c'est une espèce d'autoconfinement individuel derrière son masque. Le gouvernement a annoncé avoir commandé plus d'1,5 milliard de masques. D'autres personnes. De l'Organisation mondiale de la santé, plus de la moitié de l'humanité, soit 3,5 milliards de personnes, est aujourd'hui confinée. En Allemagne, les règles de conduire et pourtant, le taux de mortalité est l'un des plus faibles d'Europe, où le nombre de décès est 5 fois inférieur à ce qu'il est. Y a-t-il une explication rationnelle? François-Xavier Ménage et Jean-Yves Chamblet ont... Des moyens militaires pour déplacer en urgence des patients français outre-Rhin. Direction les grands hôpitaux dont celui-ci le plus important de Berlin. En réanimation, pris en charge par des médecins allemands. Vous, Français, avez besoin d'aide maintenant. Plus tard, ce sera peut-être nous, les Allemands. Alors c'est normal de s'entraider. Et la générosité allemande à l'égard de la France ne s'arrête pas là. Les Allemands ont proposé de prêter quelques dizaines de respirateurs que nous pourrons leur rendre au moment où la vague touchera peut-être l'Allemagne. Comment expliquer cette générosité? L'Allemagne dispose depuis longtemps d'une grande quantité de lits de réanimation. 20 000 au début de la crise, 30 000 ce soir. C'est 2 fois plus que l'objectif français. Derrière tout ça, il y a surtout des budgets et une entente politique. Une entente entre tous les partis et les régions du pays. Rien que dans la capitale, Berlin compte 2200 lits en soins intensifs. Et les capacités en termes de lits vont encore augmenter. Par exemple, cet immense parc des expositions a été réquisitionné par les autorités allemandes. Dans ce hangar, 1 millier de lits médicalisés vont être installés en prévision de la vague épidémique. Les laboratoires, traditionnellement très puissants, sont également mis à contribution. Avant même que le premier cas de coronavirus ne soit enregistré, des tests ont été développés. Aujourd'hui, 500 000 sont pratiqués par semaine. Si vous avez des symptômes, vous êtes immédiatement testé, comme dans ce quartier résidentiel, où un médecin généraliste les pratique à l'entrée. Mais il y a plus. Sur ce parking, le médecin teste aussi le personnel médical avec des prises de sang pour voir s'il y a des anticorps. Si ce docteur avait des anticorps, ce serait super. Pour lui, pour ses patients. Pour qu'il continue à travailler sans risque. Tous les tests sont gratuits, pris en charge par l'État allemand. Partons à présent dans une autre capitale européenne, à Londres. Bonsoir Brigitte Garambois, vous êtes en direct, notre correspondante sur place. La capitale britannique a ouvert hier le plus grand hôpital de campagne au monde, 4000 lits. Qui va être soigné dans cette installation temporaire? Quel type de malade? Eh bien, les premiers patients devraient arriver d'ici la fin de la semaine. 42 malades déjà en soins intensifs, sous respirateur artificiel, mais qui ne présentent aucune pathologie antérieure. 5500 lits sont déjà prêts, regardez, pour les accueillir dans cet immense centre de conférence qui pourra monter jusqu'à 4000 lits. Un médecin britannique prévenait il y a quelques jours, un tsunami de patients se déverse dans les hôpitaux britanniques. Le problème, eh bien, c'est que pour faire fonctionner cet hôpital à plein, il faudrait 16 000 professionnels de santé. Or, un quart des soignants britanniques sont déjà malades ou en confinement. 3 hôpitaux de ce style seraient déjà en construction dans le reste du pays. Vous, Brigitte, en direct de Londres, vous ne l'avez peut-être pas oublié, les vacances scolaires pour une partie des écoliers français. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a rappelé qu'aucun départ n'était autorisé pendant cette période et que des contrôles seront mis en place sur les routes et dans les gares. Sylvain Milenvois et Léa Caboche. Ils ont commencé tôt ce matin et cela va durer tout le week-end. Bonjour monsieur. Au péage de Saint-Arnaud-en-Yvelines, les attestations de chaque véhicule sont contrôlées. Vous allez poser l'attestation, la pièce d'identité, voilà, ok, ça marche. Et parfois, c'est vraiment nécessaire. Mais là monsieur, c'est pas sérieux ce que vous me dites là. Ils nous expliquent qu'ils seront sur un chantier, ils nous présentent une attestation qui justifie un déplacement professionnel et en fait il est accompagné de sa famille. Donc après il dit ce qu'il veut, mais moi je considère que c'est pas recevable.
Pourtant, aujourd'hui, sur ce péage, on recense à peine 2 amendes par heure. On compte plutôt sur la bonne volonté des gens de respecter toutes ces mesures de confinement et non pas sur une verbalisation systématique. Les attestations papier sont nécessaires, même si dès lundi prochain, une version numérique devrait être mise à disposition par l'État. La verbalisation, elle, intervient surtout en cas de mauvaise foi caractérisée. Il était soi-disant en train d'aller rechercher son chien. Son chien qui était chez le vétérinaire. Alors, pour éviter une recrudescence de contrevenants, 60 000 gendarmes sont mobilisés ce week-end sur tout le territoire. Pour renforcer le maillage autoroutier, des hélicoptères mais aussi des brigades motorisées sur les routes nationales, départementales et parfois forestières. Dans la grande majorité, c'est respecté, mais il y a encore quelques usagers ne veulent pas changer leur habitude. Il n'est pas exclu de voir des gens partir quand même en vacances, entre guillemets. Et c'est interdit, même en cas de départ en train. À la demande du gouvernement, seuls 5% du trafic TGV sera assuré demain sur l'ensemble du territoire. Seulement 42 trains à grande vitesse circuleront sur les 783 initialement prévus. Dans ces trains, maintenus pour tous ceux qui devraient se déplacer, la SNCF assurera un placement alterné. Toujours dans l'objectif de faire mieux respecter les mesures de confinement, un couvre-feu a été instauré en Martinique et en Guadeloupe. Toutes les sorties, sauf pour des raisons médicales urgentes et pour des déplacements domicile-travail, sont interdites entre 20h et 5h du matin. Décision prise par les préfets de ces 2 départements. Toujours à propos de sécurité, avec le confinement, de très nombreux locaux d'entreprise sont désormais vides. Ils contiennent des machines, des équipements informatiques, des cibles faciles pour de potentiels. Depuis quelques jours, des patrouilles de police ou de gendarmerie surveillent ces établissements. Illustration à Vannes, Antoine Magnan et Tara Lagoutte. C'est une opération pratiquement quotidienne autour de ce magasin de vélos. Je vous laisse vérifier cette porte à gauche, moi je vais regarder ici. Une patrouille de gendarmerie qui contrôle les ouvertures ou l'arrière du bâtiment. L'échelle c'est bon, elle est bien fermée, verrouillée, la porte c'est bon. Aucune action constatée aujourd'hui. Rien à signaler, on est d'accord. Le lieutenant peut indiquer son passage sur la via. Il est vert parce que je viens de le valider, donc ça veut dire qu'on vient de passer, qu'on est passé il y a moins. Demain à la même heure, il passera jaune. Au total, dans le secteur de Vannes, plus de 3 déployés sur cette mission pour surveiller les locaux des commerçants, artisans et entrepreneurs morbihanais. En cette période de confinement, donc les gens normalement sont au domicile, donc on a moins de problèmes de cambriolage de résidence principale, voire secondaire. Donc on se concentre davantage sur tout ce qui est entreprise, où là les gens sont un peu moins présents actuellement. Depuis le début du confinement, certaines entreprises ont été cambriolées, mais les chiffres sont en baisse depuis la mise en place du dispositif. Une opération qui soulage les entrepreneurs comme Olivier Comte, confiné chez lui à une quinzaine de kilomètres de ses locaux et qui reçoit un message à chaque contrôle de la gendarmerie. Passage de la gendarmerie Vannes à votre entreprise, rien à signaler. Donc ce genre de message, vous le recevez à quelle fréquence ? Là, on le reçoit tous les jours en ce moment. On a quand même du matériel d'entreposer, des choses qui ont un peu de valeur, donc on craint toujours qu'il y ait un cambriolage quand on n'est pas là. Depuis le lancement de l'opération il y a 9 jours, plus de 300 demandes ont été reçues par la gendarmerie du Morbihan. Autant de commerces et d'entreprises qui bénéficieront d'une surveillance jusqu'à la fin du confinement. Ce chiffre à présent, 4 millions de salariés sont actuellement au chômage partiel, un chiffre qui augmente chaque jour. Pour éviter une trop grande casse sociale et permettre une reprise de l'activité dès la fin du confinement, certaines entreprises se préparent déjà. Regardez ce reportage de Thomas Jarion, Vincent Plévin et Sébastien Malloiseau. Malgré le confinement, le bruit des machines ne s'est pas arrêté. Ici, on continue de fabriquer des pompes pour l'industrie, mais avec 50% des effectifs seulement. Là, on est dans l'atelier d'assemblage et d'essai qui fonctionnera demain. Donc aujourd'hui, il n'y a personne. Mais le plus important pour ce patron de PME, c'est qu'il n'a jamais rompu le contact avec ses fournisseurs. Avec certains, on s'appelait tous les jours à se dire du coup où est-ce qu'on en est et comment tu vois la situation. Résultat, la production ne s'est pas arrêtée et elle est prête à repartir. C'est une question de temps, donc il faut arriver à tenir tout simplement cette période d'incertitude. Faire le dos rond, le temps de la crise, pour mieux rebondir ensuite, c'est aussi l'objectif de cette chaîne d'épicerie fine présente partout en France. Un employé sur 3 travaille encore, l'activité se maintient grâce à certains produits. Donc les plats emportés fonctionnent bien, le fromage fonctionne bien aussi. Avec la crise, les commandes sur Internet ont explosé. L'entreprise s'est adaptée. C'est peut-être là où il faut voir des bonnes nouvelles au milieu des mauvaises, c'est que cela nous a obligés à accélérer fortement sur le digital. Et nous garderons cette agilité et une plus grande modernité à la sortie. Préparer la sortie de crise, cela passe pour l'un des leaders intérim par de la formation.
Via cette plateforme en ligne, 2000 intérimaires privés d'activité vont apprendre de nouvelles compétences le temps du confinement. Et l'objectif, c'est vraiment d'augmenter leur employabilité pour après la crise, car avant la crise, on rencontrait déjà beaucoup de pénuries. Côté grand groupe industriel, PSA veut rouvrir ses usines au plus vite. Les syndicats ont demandé des garanties pour la sécurité des salariés. Chez Renault, la reprise du travail est aussi en discussion. Cette question à présent qui concerne les 750 000 élèves de terminale et leurs parents, élèves qui vont passer le baccalauréat. Comment les épreuves vont-elles se dérouler? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a affirmé que plusieurs solutions étaient à l'étude. Delphine Sidbon et Irina Fournier ont rencontré des élèves un peu anxieux et on les comprend. L'incertitude. Voilà Songe Marine, 17 ans. La nuit, ça me réveille, des fois je fais des crises d'angoisse. Dans son esprit, le bac. Celui qu'elle est censée passer en juin, mais dont elle ne connaît toujours pas les nouvelles modalités. J'ai peur d'arriver devant l'épreuve et de tomber sur un sujet que j'ai dû voir toute seule à la maison et que j'ai pas pu voir en classe. Elle n'est pas seule à être anxieuse. Sur les réseaux sociaux, des lycéens désemparés partagent leur angoisse. Je ne dors plus, je ne mange plus. Perte de poids en une semaine à cause du stress. Pareil pour moi, je fais même des cauchemars. Guillaume résume la situation. On est un peu tous paumés. Ce qui le stresse le plus, devoir se préparer au bac tout seul, chez lui, sans les cours donnés par ses professeurs. Déjà, faut plus être autonome, donc du coup, faut prendre tous les cours par mail, du coup, faut tout trier, c'est vraiment compliqué. Déjà 15 jours que Zélie se pose des questions. Par exemple, les oraux de langue que je suis censée avoir en mai, début mai, pour l'instant, je les prépare, je les révise. Je réactionne mes professeurs, mais qu'est-ce qui me dit que je vais les passer ou que je vais pas les passer? Plusieurs hypothèses pour ce bac 2020. Organiser tant bien que mal des épreuves finales. Ou bien privilégier le contrôle continu, c'est-à-dire les bulletins scolaires déjà obtenus. Possible aussi un mélange des deux. À quelle date aura lieu le second tour des élections municipales? À quoi ressemblera le baccalauréat 2020? On vient de le voir à l'instant. Comment les Français vont-ils sortir du confinement? Quand les masques seront-ils enfin disponibles pour tous les soignants? Dans un instant, le Premier ministre répondra à toutes les questions que vous vous posez. Ces réponses sont très attendues. Camille Collin nous rappelle les principaux enjeux. Dehors, le temps paraît figé. Mais en coulisses, chaque minute est comptée. Celle de ces hôpitaux surchargés, ces usines à l'arrêt, celle de ces gens confinés, de ces rues désertées. Combien de temps tout cela va-t-il durer? L'épidémie va-t-elle enfin? Pour le moment en France, les hospitalisations chaque jour. Nous avons franchi cette semaine la barre des 4000 décès. Le Grand Est, l'Île-de-France sont les régions les plus touchées. En Europe, aux États-Unis, le nombre de malades s'accélère aussi depuis 2 semaines. Au total, la moitié de la planète est confinée. Nous voilà rattrapés par un virus qui, depuis la Chine, il y a seulement 2 mois et même quelques semaines, nous paraissait encore lointain. En France, nous sommes extrêmement bien préparés. 80% des malades ont un gros rhume, une grosse grippe au maximum. Nous sommes en mars, l'Italie a pourtant déjà basculé. Et le virus se propage rapidement dans l'est de la France à partir de ce rassemblement évangélique. L'état d'urgence sanitaire est finalement déclaré. Nous sommes en guerre. Est-on suffisamment armé pour lutter contre cette pandémie? Pour un seul patient Covid placé sous ventilation respiratoire, C'est une charge de travail très lourde, 3 jours, 3 fois qu'on retourne la personne sur le ventre. 5 personnes sont mobilisées. Les équipements viennent à manquer. L'on découvre au fil des jours, surtout, l'insuffisance du stock de masques. On nous affole, on nous demande de nous protéger, mais au jour d'aujourd'hui, nous protéger de quoi? Avec quoi? Le gouvernement tire alors sa première leçon de la crise. Le masque est absolument considérable et supérieur à ce que nous pensions. 1,5 milliard de masques ont été commandés en urgence à l'étranger. Les productions en France tournent à plein régime. Mais tout cela ne suffit pas. Comme ne suffisent pas ces encouragements chaque soir au personnel soignant. Il ne sert à rien de nous applaudir à 20h si en parallèle, ces mêmes personnes sont dans la rue quelques heures plus tôt. Le confinement est annoncé finalement le 16 mars à 20h. Écoutons les soignants. Je vous le dis quand même, restez chez vous. Restez chez vous, c'est indispensable. La France est à l'arrêt. Écoutez et regardez.
C'est un peu bizarre quand même, quoi. Faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il n'y a plus de vie. Nous vous demandons de ne pas rester sur ces lieux. Pendant ce temps, la deuxième ligne s'organise. Pour faire tourner le pays, beaucoup travaillent encore. Les gens ont beaucoup plus de considération pour nous. On se sent vraiment utile et considéré. Tous s'interrogent. Quand et comment pourrons-nous sortir de cette crise? Alors que les transferts de patients se multiplient, que les services de réanimation arrivent à saturation, le gouvernement doit aussi anticiper la suite. Hier soir, pour la première fois, face à ses députés, le Premier ministre a parlé d'un déconfinement progressif. Des éléments d'une stratégie de déconfinement. Et voici le nerf de la guerre. Ces tests sanguins permettent déjà de détecter les personnes immunisées, qui pourraient donc se déplacer de nouveau librement. Seront-ils associés à un déconfinement par région, par tranche d'âge? Ce soir, le Premier ministre répondra aux questions que se posent. Bonsoir ou rebonsoir à tous. Après 17 jours de confinement, nous sommes peut-être à un tournant de cette crise sanitaire sans précédent. Pour la première fois hier, le Premier ministre a parlé de déconfinement. Comment allons-nous sortir de cette situation? Dans quelles conditions vivrons-nous après? Les Français ont de très nombreuses questions à poser à Édouard Philippe. Porterons-nous bientôt tous des masques? Combien d'entre nous devront être testés? Pour répondre à ces questions, le professeur Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine, et le docteur Anthony Chauvin, médecin urgentiste à l'hôpital Lariboisière. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Avant d'aborder ces thèmes, je voudrais vous poser 3 questions rapides. Pour la première fois ce soir, le directeur général de la Santé a rendu public le nombre de décès dans les EHPAD. Faut-il, dans les semaines à venir, s'attendre à des centaines ou à des milliers de morts parmi ces personnes âgées? Nos concitoyens qui vivent dans les EHPAD sont parmi les plus fragiles de nos concitoyens, par leur âge, par leur situation de santé, par la dépendance, qui justifie qu'ils soient d'ailleurs hébergés dans ces EHPAD. Qui vivent dans les EHPAD, dans les 7000 EHPAD qui existent. Et notre préoccupation majeure, c'est d'essayer de les protéger et de garder toute la mesure du possible leur bonne santé. Ça explique toute une série de décisions que nous avons prises et ça explique l'accent particulier que nous allons continuer à mettre pour les protéger. Les décisions particulières que nous avons prises, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le plan bleu, c'est l'interdiction des visites dans les EHPAD, qui est évidemment une décision difficile à prendre, mais qui est une décision qui les protège, qui protège nos concitoyens qui sont hébergés dans les EHPAD. C'est ensuite l'utilisation d'un certain nombre de tests qui ont été faits dans le cadre de la doctrine qui prévalait et qui prévaut encore, de tests dès lors que des cas suspects intervenaient. C'est demain l'appel à une mobilisation des soignants de la médecine de ville ou de campagne, de la réserve sanitaire, pour que dès qu'un cas est identifié, nous puissions projeter des moyens médicaux dans les EHPAD, là où c'est nécessaire. Encore une fois, c'est la population la plus fragile. Il ne faut pas oublier non plus d'ailleurs les très nombreux concitoyens qui vivent chez eux, personnes âgées, parfois à la limite de la dépendance, qui vivent chez elles et qu'il faut aussi accompagner, aider dans un moment très difficile. Mais vous avez raison, et je le dis avec gravité, c'est un des enjeux de cette crise sanitaire, préserver les plus fragiles. Je voudrais dire combien le dévouement et surtout l'engagement, plus encore que le dévouement, des personnels qui travaillent dans ces EHPAD est admirable. Vous avez sans doute vu, Monsieur Boulot, le nombre de ceux qui choisissaient de se confiner à l'intérieur des EHPAD pour éviter les contacts avec l'extérieur et pour pouvoir continuer à servir, à accompagner nos aînés. C'est évidemment admirable. Tout le monde ne peut pas le faire, bien entendu. Très, très chaleureusement et avec beaucoup d'admiration ceux qui se sont engagés dans cette démarche. Vous savez que nous avons également décidé le confinement dans les chambres individuelles, ce qui est évidemment une mesure qui, pour ceux qui la subissent, est à la fois très protectrice mais aussi très lourde de sens parce qu'elle vient rajouter de l'isolement à la dépendance. Nous devons assumer ces décisions difficiles. Et nous devons mobiliser le tissu médical et soignant qui existe et qui est parfois un peu sous-utilisé dans certaines régions parce qu'il y a moins de consultations médicales pour faire en sorte que dès que des cas suspects interviennent dans les EHPAD, on puisse projeter des moyens médicaux. Autre question que de nombreux Français se posent, j'imagine. Est-ce que vous êtes satisfait
nous respectons ou pas le confinement. On a vu aujourd'hui davantage de Français dans les rues, certains pourraient être tentés de quitter leur domicile, c'est les vacances de Pâques qui commencent. Est-ce que vous observez ou est-ce que vous craignez un relâchement ? Nous avons observé que nos concitoyens respectaient dans l'ensemble très strictement et très scrupuleusement les consignes de confinement qui leur sont données. Et je veux les en remercier parce que je sais que c'est difficile et que c'est parfois pénible. Mais je sais aussi que c'est nécessaire et que c'est indispensable. Et que la pire des choses, Monsieur Boulot, la pire des choses, ce serait que cette discipline, cet engagement se fragilise, s'étiole au fur et à mesure du temps. Il faut que chacun de nos concitoyens sache, comprenne, assume que rester chez eux et respecter strictement les règles de confinement, c'est aider les soignants et c'est nous permettre de passer ce cap délicat que nous vivons en ce moment. Et certes, c'est le printemps. Et certes, dans certaines parties de la France, à partir de samedi, ce sera les vacances. Mais le virus n'est pas en vacances. Et le confinement, ça n'est pas se déplacer en France pour essayer de passer un moment moins difficile que chez soi. Si nos concitoyens font cela, je le dis,